Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité, Manuel Carcassonne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une figure emblématique de l'édition française depuis 30 ans et aujourd'hui, vous êtes à la tête des éditions Stock. Vous vous dévoilez dans le retournement, un livre que vous publiez chez Grasset, un texte autobiographique. Vous parlez d'identité, de race, de religion, du Liban, de Jean d'Ormesson aussi, qui fut votre beau-père, mais aussi et surtout, et beaucoup, de votre histoire personnelle et familiale qui vous ramène, vous, le descendant de juifs alsaciens et du comtat vénécin, vers votre judaïté. Alors pourquoi ce livre ? Et pourquoi ce livre aujourd'hui ? Pourquoi ce livre maintenant, Manuel Carcassonne ? Comme vous l'avez dit là vous-même, c'est un livre qui n'est pas facile à résumer parce qu'il traite de pas mal de choses. Si je devais vraiment... Mais il y a deux points dominants. Voilà, la judaïté et le Liban, si je ne me trompe pas. C'est un peu l'un engendrait l'autre. En fait, c'est en rencontrant, puis en épousant, une femme libanaise, et qui en plus se revendique beaucoup son identité libanaise, alors qu'elle pourrait très bien ne pas le faire. Y compris à travers des petites disputes. Oui, à travers des disputes qui jalonnent ce livre, un peu comme la femme de l'inspecteur Colombo le renvoie sans cesse à sa conjugalité. Oui, mais là on la voit. Mais là on la voit. Et on l'entend. Ces disputes sont d'ailleurs réelles, et elles sont assez fréquentes sur des questions... presque moyen-orientale. On va en parler. Et en fait, c'est en la rencontrant que je me suis rendu évidemment beaucoup au Liban. En plus, c'est pas difficile au sens où les choses sont pas si difficiles. Et je me suis rendu compte, et ça m'a beaucoup fasciné, d'abord de l'extraordinaire éradication de la communauté juive, au sens propre. Ah oui, d'ailleurs, c'est ce parallèle entre la synagogue de Carpentras et celle de Beyrouth qui n'est plus. Il y a quand même 22 synagogues au Liban jusque dans les années 80. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont disparu, qui ont été transformés en autre chose. Je pourrais vous citer d'ailleurs une anecdote qui m'a fait froid dans le dos tout en m'amusant en même temps. C'est que j'étais par exemple dans un hôtel absolument charmant à Deir el-Hamar, qui est une ville qui a été, comme beaucoup de villes libanaises, l'objet de nombreux entre-massacres. Et puis on arrive dans une pièce voûtée assez belle. Et je dis, tiens, qu'est-ce que c'était là, dis-je au propriétaire de restaurant, qui très gentil, qui me dit, c'était une synagogue. Et vous savez, on voit la même chose à Séville. C'est pareil. Donc, on voit la même chose dans d'autres pays. Enfin bref. J'ai été très frappé, si vous voulez, de cette éradication d'une culture, de la population, des souvenirs, des traces, et en même temps de l'immense problème qui ne tient pas que, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est très difficile à comprendre, qui ne tient pas que du tout au judaïsme, mais à l'immense problème que pose le voisinage d'Israël. Donc je me suis retrouvé dans un pays que par ailleurs j'aime beaucoup de plein d'autres raisons, parce qu'il est extrêmement agréable pour plein d'autres raisons, même s'il est totalement en crise en ce moment, mais pour qui ce problème-là existait. Et donc du coup, le jour où effectivement ma femme, que j'appelle Nour dans le livre, parce que je romance quand même certaines choses... Donc il s'appelle Diane Mazloum. Alors ça c'est à l'état civil, dans la vraie vie. Dans le livre, dans votre vie. Dans le livre je la transforme quand même, j'en fais quand même un peu un personnage presque de roman, là c'est pour le coup, et elle me propose d'être enterrée, ça c'est vrai, dans le cimetière familial grec orthodoxe de son village familial de Rachaya El-Wadi, qui est à 20 km d'Israël, j'insiste sur ce point. Et on parlera aussi de tout ce qui se passe autour de l'idée de conversion ou pas, mais on parlera de ça après. Ça m'a transporté, ça m'a téléporté dans cette terre biblique, et j'ai voulu faire l'histoire de ces deux minorités, en fait, sur 2000 ans. Deux minorités croisées. Et deux identités croisées. Et on va en parler. Alors pourquoi d'ailleurs, d'abord ce titre, Le Retournement ? Alors, c'est pas à vous que j'expliquerai que le retournement tient beaucoup tout simplement au mot teshuva aussi, parce que je pouvais pas l'employer évidemment en hébreu. D'abord, je me sens pas du tout la légitimité de faire ces choses-là. Ah oui, mais vous faites des références. J'ai beaucoup travaillé. Mais le mot retournement me plaisait parce que c'est vraiment un mot polysémique. C'est ce mot de se retourner sur soi. On se retourne sur soi. On se retourne vers son passé. On se tourne aussi vers l'autre. C'est beaucoup un livre bubérien, si je puis me permettre de ce point de vue-là. C'est un livre qui envisage quand même beaucoup, et lévinassien aussi, qui envisage l'autre. De Finkielkraut, de Jean Genet, d'autres. Donc c'est un livre qui envisage le retournement, si vous voulez, sous ses multiples aspects. Mais il y a aussi quelque chose de très important dans le retournement pour moi, c'était l'idée que moi aussi je devais me réconcilier avec une partie de moi-même. Or c'est un des sens du mot aussi. Et puis aussi de définir l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? C'est quoi ? Qu'est-ce que l'homme ?
C'est une vaste question. On va essayer d'en parler, vous allez essayer peut-être de répondre à cette question tout au long de cette émission qui dure 45 minutes. Donc c'est juste de dire, à vous entendre, que ce livre est le voyage d'un homme sur les lieux de la mémoire et de l'amour de Carpentras à Beyrouth. C'est un livre, alors si je puis me permettre, je voudrais juste vous dire là, parce qu'on arrive dans cette émission où je suis très heureux d'être, après un certain nombre d'autres émissions, je crois que je suis très heureux d'avoir réussi une chose, que je suis assez attentif au dialogue. Enfin, j'aime bien l'idée, en tout cas, et c'est mon métier d'éditeur, qui le veut aussi, ça fait 32 ans, 33 ans. Des milliers de livres édités. Voilà, que je fais de l'édition quand même, j'en ai publié beaucoup. Et j'ai été, je crois, l'un des rares à être invité dans autant d'émissions de radio juive ou à tonalité, en tout cas, d'intérêt pour le judaïsme, et de radio pratiquement chrétienne, qui allait de Notre-Dame, Radio Notre-Dame, à, par exemple, l'émission formidable sur les chrétiens d'Orient de Sébastien de Courtois. Et ça, c'est important parce que c'est ce que j'ai voulu faire dans le livre aussi. Alors, un livre, donc, vous l'avez dit, en forme de dialogue avec Diane Mazloum, Nour, que vous appelez Nour dans ce livre, donc d'origine chrétienne libanaise, qui vous renvoie donc à votre mémoire, à vos racines. Pourquoi vous, issu, comme vous le dites, de la cage des grands névrosés, vous vous sentez si familier de ce Liban dévasté par la guerre? C'est un pays, c'est un pays qui calme les névroses d'ailleurs. En fait, d'une certaine manière, c'est un peu un étouffoir à névrose, vu qu'il y en a pratiquement une par personne, si vous voulez, ou plusieurs par personne. Moi, ce qui me fascine, si vous voulez, c'est l'idée des pays qui sont incommunicables. C'est-à-dire, je ne sais pas quelle est la trace du destin qui m'a tout d'un coup mené au sommet de montagnes bibliques, de montagnes millénaires. Vous parlez beaucoup du Mont Hermon. Par lesquelles sont passées des populations juives chassées après la chute du temple, la destruction de Jérusalem, l'interdiction faite par l'empereur Adrien, manque de peau, il se trouve que notre fils s'appelle votre fils Adrien. Donc j'en fais beaucoup dans le livre là-dessus. Et on parlera de votre fils, mais ce sera à la fin de cette émission. Je trouve que vous parlez des relations entre le Liban m'est apparu, si vous voulez, comme le révélateur au sens presque photographique du judaïsme en moi, mais comme il m'est apparu l'autre côté de la rive. Et je suis fasciné, alors que je suis effectivement un homme de dialogue, de cette impossibilité de dialoguer, puisqu'on ne peut pas aller d'un pays à un autre. On ne peut pas aller d'Israël au Liban, de Liban au Israël, à moins de prendre un char. Et donc, les relations ne sont pas bonnes, on va le dire franchement, c'est deux pays qui sont officiellement en guerre, mais c'est aussi deux pays, quand on y va, on comprend aussi. Moi, j'ai fait beaucoup parler les gens, en 2006, quand il y a eu une invasion israélienne qui a été quand même très brusque et violente, la population civile qui a vu des chars, des avions, ma propre belle famille en l'occurrence, mais aller voler très bas dans Beyrouth, etc., c'est très effrayant. La première réaction après l'explosion du port, donc le 4 août 2020, donc vous le racontez, que je raconte, ce sont les Israéliens. Ce sont les Israéliens. Personne n'avait de preuves. Et vous expliquez, vous dites dans le livre, c'est pas possible. Racontez. Je n'y crois pas beaucoup, mais ce qui est fou, c'est que des gens les plus raisonnables, vraiment les plus raisonnables, ont eu comme première idée que c'était un missile israélien. Alors, je vous cite par rapport à votre épouse, par rapport à Nour. Tous les deux, nous enfonçons dans les ténèbres de nos passés, nos mystères s'entrelacent, nos mémoires victimaires se font écho, emprunter cette passerelle qui tangue entre les minorités, atteindre à la vérité enfouie jusque dans mon inconscient, m'ont occupé bien plus longtemps que ces 7 minutes. Traduction. Ou explication. Oui, traduction, j'espère que c'est quand même clair, mais la traduction, si vous voulez, une fois de plus, c'est difficile de résumer un livre qui est assez fourmillant un peu de choses, et c'est un peu la particularité ou la marque de fabrique, mais je dirais qu'une fois de plus, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en allant vers cet Orient compliqué, avec des idées non pas simples, mais en tout cas j'ai essayé d'avoir pas de préjugés. Alors, je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup, parce que c'est aussi le retournement, c'est aussi une découverte de ses propres défauts. Je crois que je pense pas que je pense pas que je me flatte dans ce livre exagérément, en tout cas j'espère. Et j'ai découvert beaucoup de points communs. C'est-à-dire que je pensais cette personne venue d'un autre monde, d'une autre civilisation. Qui est née en France d'origine libanaise. Elle est née en France d'origine libanaise, mais par exemple, l'Église, donc elle est, et ça c'est important, elle est grecque catholique de rite melkite, donc elle est chrétienne, grecque catholique, et son aïeul, qui est qu'on appelle le patriarche Maximos Mazloum, fait construire beaucoup de choses, mais il a fait construire une église qui a été construite à 700 mètres de l'appartement familial de mes grands-parents à Marseille. Donc, beaucoup de choses sont en écho. Et quand je dis des mémoires victimaires, c'est réel. C'est-à-dire que quand on va au Moyen-Orient, on touche du doigt
la victimisation au cours des siècles, mais celle des chrétiens, elle est vraie aussi. Et c'est pour ça que vous écrivez, vous constatez qu'entre les deux rives de la Méditerranée, juifs et chrétiens ont les mêmes visages, et vous posez cette question: qui a tranché le fil qui nous a reliés des siècles durant? Alors qui, comment et pourquoi? C'est une question. Grosse question. Hein. Écoutez, je crois qu'on a beaucoup étudié les rapports, par exemple, entre islam et judaïsme. Ouais. Il y a eu des expositions récemment, il y a des livres, etc. C'est tout à fait passionnant et il faut le faire. Mais objectivement, le fil qui reliait ces chrétiens d'Orient à ces juifs d'Orient, il existe très fortement. Et moi, ce qui est absolument fascinant, c'est que c'est la même tête. Quand j'ai vu, grâce à quelques amis, des documents, des films sur, par exemple, les juifs du Liban, et vous avez cette idée que ce sont exactement les mêmes physiques, les mêmes paroles, la même société, à très peu de choses près. On peut faire la comparaison aussi avec les Arméniens. Hein. Oui, absolument. Donc, il y a un fil commun, il y a un univers... Enfin, en fait, ce que le livre veut dire, et je vous le dis ici de manière évidemment très maladroite, c'est qu'il y a un universel derrière tout ça. Moi, ce que je ne voulais pas, et ça, je parle de point de vue strictement personnel, mais c'est très fort chez moi, parce que ça a commencé très tôt chez moi, je ne veux pas être enfermé dans une boîte. Alors, la boîte, c'est aussi le tombeau, si je puis me permettre. Et on peut vivre plusieurs identités sans en exclure aucune. J'ai emprunté au philosophe et écrivain Paul Oddy cette très belle phrase de Romain Gary: nous sommes tous des additionnés, qu'il utilise dans son livre sur Romain Gary. Eh bien, nous sommes tous des additionnés, ça me paraît très vrai. C'est-à-dire, pourquoi soustraire nos identités? Pourquoi constamment viser la soustraction plutôt que l'addition? L'addition, c'est forcément plus sympathique. Non, on peut être plusieurs choses, mais on peut aussi être ce que fantasmatiquement vous décidez d'être. Vous pouvez aussi décider que vous êtes mieux, je sais pas quoi, dans le 17e arrondissement, vous êtes vous voyez, votre identité se dessine aussi au gré de vos choix parfaitement volontaires. Très jeune, je n'ai pas voulu qu'on m'enferme dans une catégorie. Alors, catégorie ou pas, en tout cas, vous parlez de vous. Je suis fidèle au mien, il m'a fallu remonter le temps, le retourner, l'aplatir, l'enrouler sur lui-même, comme si le temps était une galette de za'atar. Le sentiment de mon altérite, je la lie à rien d'explicable, ni l'arabité de Nour, votre épouse, qui me renvoie à mon identité comme jaillie de l'inconscient. Moïse était égyptien, un enfant du Nil, Nour est arabe d'Ashrafieh, né à Boulogne, mais elle me rend ma tunique, mon temple, mon chapeau jaune, la coiffe des juifs dans le ghetto provençal. Oui, parce que en faisant un peu cette recherche, si vous voulez, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai été un peu étonné, un peu assommé même par cette rivalité et cette ressemblance des identités effectivement minoritaires, c'est beaucoup aussi un livre sur la minorité, je me suis dit, bon, il faut quand même que je sache un peu mieux d'où je viens. Et là, je me suis lancé dans une recherche un peu folle, parce que alors, j'ai lu des milliers de pages, et je dois dire que le confinement pour les éditeurs était de ce point de vue-là assez agréable, puisque on a pu aussi avoir un peu de temps pour soi. Mais ça donne quelque part un livre d'histoire. Oui, bien sûr, il y a un côté historique. Et je me suis vraiment plongé avec une passion très étonnante chez moi, parce que l'histoire n'est pas quelque chose que je maîtrise très bien, dans des livres plus sérieux, on meurt, d'historiens sur le comte vénécin. Alors ça va vraiment de gens plus facile à lire comme Armand Lunel, par exemple, qui est, disons, assez distrayant, jusqu'à des historiens très professionnels de la période, et aussi de l'arc judéo-andalou, parce qu'à un moment donné, il y a quand même un mélange entre la montée du judéo-andalou et le comte vénécin. Et je suis allé pratiquement jusqu'à Maïmonide. Et alors, par rapport aux identités, à votre identité, celle de Nour, vous querellez sur la question des identités ou des minorités historiquement oppressées, dont vous êtes tous deux issus, minorité chrétienne, minorité juive, et vous rapportez cette phrase de Nour, de votre épouse. Tu vois, comme j'ai raison, un rien te rend aussi agressif que tes cousins, les Israéliens. Oui, parce et ça vous énerve un peu, ça? Non, c'est assez comique, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup... Comme elle n'est jamais allée en Israël. En tant que Libanaise, elle ne peut pas y aller. En tant que Française, elle pourrait y aller, mais elle n'ose pas. Donc, en fait, elle fantasme, comme tous les Libanais, un pays. Alors, bien sûr, il y a ce qu'ils en ont vu, qui n'est pas très agréable, parce que par définition, ils n'en ont vu que l'invasion. Mais il y a aussi d'autres choses. Et en particulier, par exemple, un pays très oriental, qui est devenu aussi Israël. C'est le pays du départ, celui des Ashkénazes, des pères fondateurs et des pionniers du sionisme. Il a un peu disparu quand même. Il s'est noyé dans autre chose, et il s'est noyé en partie aussi dans une forme d'arabité presque inconsciente, mais qui est quand même très, très, que moi je trouve assez forte. Un melting pot. Oui, exactement. Occidentaux, arabo, plus judéo, quelque chose. Et donc en fait, ce pays leur plairait. Moi, c'est ma conviction. S'il y avait il y a des ressemblances s'il y avait entre un tunnel, s'il y avait quelque chose pour y aller, ça leur plairait. Bon.
Aujourd'hui, c'est pas possible. Et c'est pour ça que le dialogue est important. C'est pas possible, d'ailleurs, vous faites allusion, beaucoup aussi à cause du Hezbollah. Aussi, ça, bon, le Hezbollah est encore un autre problème. Mais pour vous donner un exemple très précis, parce que soyons précis, quitte à parler de ça. Quand on parle des minorités, c'est très précis. Moi, par exemple, j'ai été à Baalbek. Bon, j'ai beaucoup aimé Baalbek. Baalbek est un lieu d'archéologie magnifique, un temple magnifique. Après, je me suis promené dans le village même. Donc, c'est un village aujourd'hui, c'est une ville qui est complètement dominée par le Hezbollah. Et puis, je sais, pour y être allé, quand on est à Baalbek, quand on descend la route, on voit beaucoup de drapeaux jaunes du Hezbollah. Voilà. On se promène dans le village, puis tout d'un coup, je vois de très belles maisons, vraiment très belles maisons. Ça se sent, le cossu, la fenêtre, les arbres, les cyprès, machin. Et je dis, mais c'est quoi ça? On me dit, mais c'est le quartier chrétien qui a été quand même relativement abandonné. Et donc, en fait, ce quartier chrétien, il n'est jamais qu'un autre quartier juif, si j'ose dire. Il n'est jamais que l'autre nom de quartier abandonné. Vous voulez dire d'un ghetto? De maisons bourgeoises, de gens qui ont vécu là. Donc c'est pas le ghetto, c'est autre chose. Ouais. Non, c'est autre chose. De maisons qui ont été peu abandonnées par une mémoire qui n'est pas dite, qui n'est pas remplacée, qui persiste dans une forme d'absence. Il y a vraiment cette absence, moi je l'ai sentie très fortement partout, si vous voulez. C'est pour ça que vous dites, le Liban m'a réveillé juif? Un peu, oui, absolument. Et alors, il y a 3 citations en début de ce livre. Georges Perec. Je ne sais pas précisément ce qu'est être juif, ce que ça me fait d'être juif. C'est une évidence, si l'on veut, mais une évidence médiocre. Une marque, mais une marque qui ne rattache à rien de précis, rien de concret. Ce n'est pas un signe d'appartenance. Ce n'est pas lié à une croyance, à une religion, à une pratique, à une culture, à un folklore, à une histoire, à un destin, à une langue. Bernard Malamud. Tous les hommes sont juifs, bien que peu le sachent. Ça, c'est génial. Groucho Marx. Pourquoi ferais-je quelque chose pour les générations suivantes? Qu'ont-elles donc fait pour moi? Oui, c'est assez drôle aussi. Pourquoi ces 3 choix? Alors, Perec, parce que vous ne m'avez pas posé cette question, alors vous avez déjà beaucoup posé cette question, mais parce que moi, mon environnement proche, en revanche, c'est vraiment ce qu'on appelle le judaïsme le plus terriblement... On va en parler. Laïque et assimilé. On en parle après. Donc en fait, la phrase de Perec, elle m'a parlé, parce que c'est vrai que c'est important pour moi, mais je ne saurais pas exactement, malgré 4 ans de recherche, là, vous dire exactement pourquoi c'est important. Et on va parler de ça, parce qu'il y a aussi l'épisode à l'hôpital Cochin. Absolument. On va en parler de Bernard Malamud, je trouve la phrase assez géniale et difficile à expliquer. Groucho Marx, parce que c'est un livre sur la transmission, mais qu'en même temps, la transmission qui est essentielle au judaïsme, ce qui est vrai, c'est qu'on aime transmettre à des êtres humains qu'on ne connaît pas encore. Je pense particulièrement à mon dernier fils, dont je ne sais pas si un jour, laissez ça, il va aller. Ça fait toutes des questions. C'est qui parce que vous posez cette question sur votre fils. Qui va me transmettre à moi, si j'ose dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, un livre donc en forme aussi, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, de récits historiques autour de votre famille descendante des Juifs du pape installés dans le sud de la France, dès la fuite d'Égypte. Vous racontez aussi l'histoire de rabbins polyglottes et leur rôle de passeurs dans la circulation des idées à une époque où, et ça rappelle ce que vous disiez à l'instant, l'hébreu était considéré comme la langue véhicule, l'arabe la langue des sciences, et le latin servait au passage des textes vers les cours européennes. Écoutez, oui, non, moi ça m'a pas. Alors là, c'est la période. C'est quelque part l'Andalousie. Oui, c'est sans doute une des choses qui m'a le plus passionné, que je regrette le plus, une fois de plus, en tant que, j'espère, homme de dialogue, c'est que cette circulation, elle était incroyable. C'est incroyable. C'est d'une modernité incroyable. Alors vous allez me dire, comme mon éditeur d'ailleurs me l'a dit, que j'ai la foi du néophyte et que je découvre soudain des choses que beaucoup de gens connaissent. Non, mais qui n'existent plus. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a fasciné, par exemple, Maïmonide, bon, c'est quand même pas non plus n'importe qui, si j'ose dire. Il écrit aux rabbins de Lunel, donc qui sont à Lunel, donc dans le comptable. Enfin, aux limites du comptable. C'était pas le comptable de Saint à l'époque, mais ce le sera un jour. Et ce sont des hommes du Sud, ce sont des rabbins qui viennent principalement, plutôt d'ailleurs d'Espagne, parce que c'est aussi les Tibonides qui viennent d'Espagne, la dynastie des Tibonides, et il leur écrit « Ah, mais il n'y a plus des gens aussi pieux que vous, aussi érudits que vous, etc. » Il y a déjà une circulation des idées qui circule à travers le monde arabe, qui a sa période quand même là de prospérité, un d'âge d'or du monde arabe, le monde judéo-arabe, qui est le monde judéo-andalou, et ensuite qui se communique assez tardivement au monde latin et au monde chrétien. Donc, moi, j'étais fasciné, si vous voulez, par cette capillarité des choses. Et je vous cite, Dieu n'est pas drôle, c'est ce qui, je crois, me tient le plus éloigné de lui.
Oui, ben ça, c'est Et donc de la religion. Hein. vrai que ce que j'ai, disons, le plus proche que je me sois approché de la religion, évidemment, il y a ce petit côté pas très rigolo qui peut m'en éloigner. Et alors, religion, conversion. Vous avez songé à vous convertir, mais vous y avez renoncé. Et vous dites, je ne connaissais pas encore cette phrase de Léo Strauss dans la conférence intitulée Pourquoi nous restons juifs, c'est prononcé en 62. On n'a jamais rêvé un rêve plus noble que celui-là, la vérité du mystère ultime, qu'il y a un mystère ultime, que l'être est radicalement mystérieux, ne peut être nié même par le juif incroyant de notre époque. Qu'est-ce que vous inspire cette phrase de Strauss? Alors c'est toujours cette citation que j'adore, et à laquelle j'aurais renoncé pour rien, le monde de Léo Strauss dans cette conférence, elle me fait toujours pratiquement pleurer, parce que je trouve que, et c'est quelque chose qui est aussi en miroir. Et je sens qu'en lisant le livre que ça vous a ému en écrivant ça. Oui, absolument. C'est en miroir de Nour aussi, parce que moi, je vais venir un jour pour plaisanter. D'ailleurs, pourquoi tu te convertis pas? Ça ferait plaisir, on pourrait faire. Et pas question. C'est-à-dire que. Ça fait plaisir à votre mère. Oui, j'imagine. Les minorités ne se convertissent pas, en fait. Les majorités peuvent se convertir, mais pas les minorités. Parce que, en fait, il y a quelque chose de l'ordre, malgré tout, de l'histoire, du passé, de la transmission, de quelque chose qu'il est quand même extrêmement difficile de définir, que Freud lui-même a du mal à définir, que Alain Finkielkraut, dans son livre, qui reste quand même un des grands classiques, indémodable sur la question, nomme une forme d'inconsolé. Le juif imaginaire, oui. Voilà, dans le juif imaginaire, nous sommes des inconsolés, mais quelque chose va résister en nous. Et de ce point de vue-là, nous, en tant que minorité, tout aussi martyrisés dans l'histoire, parce qu'il ne faut pas oublier que les Grecs, que les chrétiens d'Orient ont été largement martyrisés, et en plus les Grecs catholiques par les Grecs orthodoxes pendant toute une période. En fait, on ne veut pas changer, on ne veut pas céder là-dessus. Et alors, c'est quoi le fait juif? C'est quoi être juif? Et aussi, c'est quoi un juif non religieux? Là, il faudrait beaucoup d'émissions. Oui, mais c'est aussi au centre de votre livre. Alors, je vais vous citer autre chose. Hein. Je dirais, si puis juste répondre d'un mot là-dessus, ce que j'ai trouvé le plus ressemblant dans tout ce que j'ai pu approcher là-dessus, et Finkielkraut le dit d'ailleurs très bien, c'est quand même aussi le juif civilisationnel, c'est-à-dire qui appartient à quelque chose où il se ouvert sur le monde. Voilà, où il se voit lui-même représenté à travers l'histoire et la géographie. Et alors, juifs du pape, vous revenez sur l'histoire des juifs du pape. Donc, Mais il faut en dire un mot. Oui, on en vient. Vanessa, vous écrivez, justement, mes ancêtres sont en France depuis bien plus longtemps que d'autres personnes. Oui. Hein, moi aussi, ça, j'en ai eu marre. Et d'ailleurs, vous parlez de Carpentras, vous parlez de ce qui se passe au cimetière de Carpentras. Tout ça, ça réveille des souvenirs et une mémoire en vous. Hein. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas connu. Alors d'abord, j'ai pas l'âge, bien sûr, d'avoir connu l'antisémitisme historique de la Seconde Guerre mondiale. Mais enfin, ma mère. Mais on va parler. Vous citez, a été enfant caché. Et vous citez d'ailleurs, vous citez, on en parlera plus tard, une phrase que vous êtes, une phrase qui de Corse. Vous savez de quoi je parle. On va en parler après. Non, mais quand vous n'êtes pas forcément victime de tragédie, vous pouvez juste être en but à un antisémitisme mondain que j'ai beaucoup vu. On va parler. Et je voudrais répondre là-dessus. Si vous voulez, c'est que d'une certaine manière, ça va quand même nourrir une manière qu'on a de se voir, qu'on a de se projeter dans la société. Ça peut nourrir une envie de s'investir, mais comme ça peut nourrir une certaine prudence. Pendant très longtemps, j'ai été prudent avec les questions d'identité. Je n'ai pas dit, et cette phrase merveilleuse de Nour au Liban, quand nous avons des rendez-vous, par exemple, parce que j'aime bien rencontrer des gens, y compris des responsables, éventuellement politiques, médiatiques, etc. Elle a toujours cette phrase avant. Parfois, elle me dit « Ne dis pas qui tu es ». Et ça, je sais exactement ce que ça veut dire. Il faut faire attention. Parfois, il faut faire attention. Il faut faire attention quelque part. Et vous racontez, alors, ce séjour en 2013 au service à l'hôpital Cochin. Au médecin qui vous sauve la vie, vous dites « Je suis d'origine juive ». Et lui vous répond, vous voulez dire « Vous êtes juif ». Et réflexion d'un de vos amis que vous rapportez dans le livre, ce n'est pas le mot juif qui compte, c'est le mot origine. Oui. Oui, je crois que c'est une bonne réflexion. Oui, alors après une dépression relativement banale, mais assez forte, je me retrouve au service psychiatrique de l'hôpital Cochin, où le médecin, un formidable psychiatre, qui a eu la gentillesse de s'occuper de moi, arrive dans la chambre, flanqué d'un tribut d'interne, et me dit alors qu'est-ce qui vous arrive, un truc un peu banal comme ça. Et au lieu de répondre vraiment n'importe quoi d'autre, je réponds, et je ne saurais jamais pourquoi, je lui réponds textuellement, ah, docteur, merci, je voulais vous dire, je suis d'origine juive. 2013. Avant, ça n'était jamais arrivé.
Je pense que j'aurais jamais dit ça. Et surtout, lui, sa réponse est drôle parce qu'au lieu de ne pas y prêter attention, il m'interrompt et dit, vous voulez dire, d'origine ne voulant en fait rien dire. Il me dit, vous voulez dire, vous êtes juif. Et c'était comme la phrase du Rabbi Jacob. Lui, il était juif ? Non. Donc il renversait, si j'ose dire, cette Salomon, vous êtes juif. D'ailleurs, je crois que c'est le titre du... Oui, je le cite. Et ça, je me suis arrêté, et si vous voulez, c'était comme une béance. C'est-à-dire, je ne saurais jamais pourquoi. J'ai dit cette phrase à ce moment-là, mais je ne saurais pas non plus pourquoi. Sa propre réponse m'est apparue comme une sorte de vérité encore plus forte que ma propre phrase. Alors, vous citez des auteurs. Les auteurs, vous êtes un grand lecteur. Vous racontez donc aussi à travers Genet, Lévinas, Alain Finkielkraut et son juif imaginaire. Genet, on en parlera un peu plus tard. Benny Lévy, celui qui s'est dédié à la religion et qui vous impose une question. Qu'est-ce qu'être juif ? Alors, justement, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est quoi être juif ? Oui. À la lecture de ces auteurs. J'étais très impressionné par ma lecture de Benny Lévy. J'avoue que ça m'a fait peur, si j'ose dire. C'est-à-dire que son rigorisme... Le retournement ? Oui, avec un frère, vous le rappelez, qui s'est converti à l'islam. Ouais. Donc j'ai adoré à la fois leur origine familiale, je trouve ça très romanesque, honnêtement. Égyptien. J'ai été très ému par le livre de Léo Lévy, sa femme, qui n'a pas l'air commode non plus, mais qui a fait un très beau livre, qui s'appelle La vie, que j'ai lu 2 fois. Et j'ai été très, très frappé. J'ai regardé toutes ses conférences, j'ai regardé tout ce qu'il y avait en vidéo, tout, même les trucs absurdes. Il fait par exemple une émission avec Thierry Ardisson, ça j'ai adoré. Alors Benny Lévy d'un côté, Thierry Ardisson de l'autre. Thierry Ardisson qui est d'ailleurs un bon intervieweur. Et Benny Lévy, il y a cette intransigeance, il y a ce côté... Ah, attention, on ne plaisante pas avec la foi. On ne plaisante pas avec Dieu. On ne plaisante pas avec les pierres de Jérusalem. Et en même temps... Et l'humour juif là-dedans. Voilà. Dans son intransigeance, il y a quelque chose qui m'a fasciné. Parce que je me dis, au fond, et si c'était lui qui avait raison ? Vous voyez ce que je veux dire ? Son dialogue avec Alain Finkielkraut, auquel je renvoie le lecteur bien volontiers, il est passionnant. C'est un livre qui s'appelle « Le livre et les livres », un dialogue avec Alain Finkielkraut. Eh bien, c'est incroyable parce que Finkielkraut a beau quand même savoir beaucoup de choses, il se heurte à un mur d'intransigeance de la part de Benny Lévy. Alors, vous citez les auteurs, vous citez votre mère. Hein ? Oui. Votre mère. De l'héritage de votre mère. Et n'oubliez rien, écrivez-vous, pas un ennemi, pas un accro, pas une faute confessée sans le savoir, couler dans son lamento dépressif ces mots de la Mishnah. Hein, vous avez étudié tout ça, qu'à chaque génération, chacun se sente comme étant lui-même sorti d'Égypte. Ainsi coulait dans mon sang le passe juif rendu présent. Le passé juif. Le passé juif rendu au présent. Ils sont essentiels pour vous, ces mots de la Mishnah, Manuel Carcassonne ? Oui, parce que je pense que... Alors, ma mère, dont je fais un usage dans le livre qui ne lui a pas entièrement plu, mais elle est quand même comme un gardien de la mémoire. Malgré tout, c'est quand même assez gentil. Elle est un gardien de la mémoire. D'abord, elle est toujours vivante. Elle a 93 ans. Elle aura 93 ans en septembre. Et elle est là pour se souvenir de tout ce qui s'est passé et surtout pour le ressasser. C'est un processus de ressassement. Et en étudiant... Le ressassement d'éthique juive ? Voilà. En étudiant aussi ce processus de ressassement, en particulier dans les livres du Yerushalmi, qui sont très passionnants. D'ailleurs, Yerushalmi, puisque vous en parlez. On m'a beaucoup coupé de citations de Yerushalmi. Zakor. C'est un très beau livre. Hein. Le grand danger n'est pas tant l'oubli de ce qui advint dans le passé, mais de comment il advint. Que l'oubli de l'essentiel, comment le passé advint. Hein ? Et donc, on en revient à votre mère. Ça, c'est passionnant. Oui, parce que la mémoire, c'est quand même très important. Et quand, vous savez... Ça n'est peut-être pas votre cas, mais moi, on ne m'a rien dit. C'est-à-dire, j'ai dû tout apprendre moi-même. Et je n'ai aucune éducation religieuse, ce que je regrette en partie, je dois dire. Et votre père est mort jeune, quand même. Oui, mon père est mort jeune, donc il n'y a pas eu beaucoup de transmission. En même temps, quand j'ai commencé à étudier l'histoire des Juifs du Comte Avenessin, j'ai emprunté à ma mère, j'ai piqué à ma mère pas mal de livres de sa bibliothèque qui étaient les livres de mon père, et j'ai remarqué quand même qu'ils les avaient tous lus, parce qu'ils sont tous annotés, ces livres. Donc en fait, ça... ça m'émeut. Ça m'a ému. C'est que je relisais des livres lus par mon père. Avec ses notes. Avec ses notes. Et quelque part, c'est le lien entre le père et le fils. Oui, c'est l'idée de cette transmission qui n'a pas été possible, en fait, aussi. Ouais. Parce que j'ai dû apprendre par moi-même, pour des raisons d'âge, mais aussi probablement parce que mon père n'a pas eu le temps, il est mort, il avait 59 ans, il est mort trop tôt pour qu'on ait ces conversations. J'étais trop jeune à l'époque. Et pourquoi toute cette émotion ? Il y a quelque chose dans ce sujet, sans doute, qui continue de m'émouvoir, mais il y a aussi l'idée de la transmission, l'idée de la paternité, l'idée de la mort. Et alors... ce livre est aussi un voyage dans la mémoire des vôtres, bien entendu, puisque c'est un peu ce que vous dites à l'instant. Les Carcassonne, dans cette France qui les a reconnus puis trahis,
pourquoi cela réapparaît chez vous aujourd'hui? Et pourquoi cela suscite aussi cette émotion que vous avez en vous? Quand on ne sait rien de son passé si lointain ou si proche, c'est troublant de s'y plonger. C'est-à-dire, c'est troublant de se dire qu'est-ce qui finalement aboutit à moi aujourd'hui, le Carcassonne que je suis aujourd'hui, le Aziza que vous êtes. C'est quoi quand même ce qui a contribué à nous définir? Je ne veux pas être justement enfermé dans une catégorie même du passé, mais je veux quand même savoir les influences souterraines, les thèmes. Donc je me suis penché là-dessus. Et je suis tombé, j'utilise cette métaphore plusieurs fois dans le livre, c'est vraiment comme dans un puits du temps. Et d'ailleurs, le mikvé de Carpentras, de la synagogue de Carpentras, qui est belle, ce mikvé avec cette eau, j'aurais pu écrire beaucoup plus dessus. C'est-à-dire que je me disais, voilà, c'est là-dedans que je plonge aussi. Et vous auriez pu faire des tableaux? J'aimerais bien. Hein? Et alors, il y a cette phrase aussi de citation de Benny Lévy dans La pensée du retour. Un goy, c'est lié à ce que vous venez de dire, un goy peut s'imaginer qu'une vie c'est une carrière, oui. Pas un juif. Ça c'est un peu méchant pour les goys. J'ai pas pu m'empêcher de la citer. Ouais. C'est vrai que j'ai toujours trouvé... Vous dites ça à votre femme? Mais non, mais j'ai toujours trouvé ridicule. Vous savez, il y a ces notices, il y a ce vieux truc français qui s'appelle le wouzou. Bon, je suis dans le wouzou depuis longtemps. Chaque année, on me demande de corriger. Et je me dis, mon Dieu, quand je vais mourir, voilà ce qui va rester de moi, là, 20 lignes de biographie. Oui. Non mais c'est terrible. Nous ne pouvons pas nous résumer notre biographie. C'est ça qui est fascinant chez l'être humain. Et qui m'a fasciné aussi la mémoire compte dans l'histoire du judaïsme. Et alors, un hommage aussi dans ce livre donc à Jean d'Ormesson qui a été votre beau-père. Je voyais en lui, écrivez-vous, un vieux rabbi, souriant et parcheminé, sorti d'un roman de Isaac Bashevis Singer. Oui. Mais il avait dit beaucoup de bien de livres des Singer. Il est même l'un de ceux qui a relancé à un moment donné. Il a fait un superbe discours quand Simone Veil a été accueillie à l'Académie française. Extraordinaire discours. Et c'est quelqu'un qui s'amusait beaucoup de l'idée de la coexistence du judaïsme avec le christianisme et de ses influences. Et aussi, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus ouvert que des intellectuels de droite d'aujourd'hui. Parce ce qu'on l'a cru de lui au départ. Et il était tout à fait ce qu'on appelle un intellectuel de droite. Il était très à l'aise avec le côté directeur du Figaro, etc. Mais quand même, avec cette proximité à la fin de la vie de Mitterrand avec Mitterrand. Oui, absolument. Et puis du dialogue. Il adorait s'engueuler, dialoguer. J'ai une grande nostalgie de l'époque où on dialoguait avec ceux qui sont pas d'accord avec vous. Oui, on bataillait pas, on dialoguait. À quoi ça sert de parler si on est d'accord? On se battait pas, on dialoguait. Et ben c'est ça le principe de la paix, entre des gens qui sont pas d'accord. Et vous rapportez cette anecdote, c'est lié à l'accord, c'est lié à Jean d'Ormesson. L'industriel Fernand Béguin, le sucrier Ferdinand Béguin, le beau-père de Jean d'Ormesson, vous avez demandé lors d'un déjeuner à Saint-Florent, donc dans votre belle famille, jeune homme, pensez-vous qu'il y a en France plus de juifs ou plus de nègres? Et vous dites, il n'y a pas eu de mots ce jour-là, sinon de honte. Oui, c'est une phrase que j'ai un peu hésité à mettre dans ce livre, parce que ce n'est pas du tout un livre de règlement de compte, et ils ont été tous très gentils avec moi, mais cet homme était un homme un peu industriel, vous voyez, vraiment très 19e siècle, probablement pas très content que sa petite fille, parce que en l'occurrence Héloïse, sa petite fille vive peut-être avec quelqu'un qui n'était pas vraiment du même milieu. Et, du même milieu ou de la même religion? Ouais, la même religion, mais le milieu peut jouer aussi un petit peu, un milieu plus bourgeois. Enfin, votre père était quand même diamantaire. Oui, mais c'est un milieu plus bourgeois. Je dirais qu'il a peut-être... Il n'est pas industriel. En tout cas, il était intellectuel aussi, votre père. Il a eu cette phrase incroyable, Ferdinand Béguin, qui était une phrase vraiment... et j'étais tellement halluciné... Et j'étais tout jeune, je devais avoir 21 ans. J'étais tellement halluciné par cette phrase dite, attention, dans un décor de très grand, de grand luxe, de grande beauté, enfin, tout ça était un peu écrasant, que j'étais sans voix. Vous étiez sans voix. Ce qui vous fait dire de vous, 10 000 à Saint-Florent, comme à Beyrouth, 10 000 partout, donc vulnérable, atteignable partout. C'est ça aussi, être juif, être d'origine juive? Oui, parce que je pense que le juif, comme celui qui va représenter une minorité. Oui, parce qu'on parle de juifs, il faut élargir. Il ne faudrait pas être obsédé par cette idée du judaïsme, mais plutôt par l'idée de la minorité. Il est révocable. Le dhimmi, c'est celui qui est quand même révocable. Le dhimmi, la définition d'ailleurs de la dhimmitude, c'est la révocation légale. Vous n'avez pas de droit. Tout d'un coup, vous dire, écoutez, monsieur, sortez d'ici. Vous êtes quelque part un esclave. Voilà. Et cette sensation, je ne l'ai pas eue parce que ce n'était pas vrai, mais c'est une sensation que malgré tout, on peut avoir dans la vie, dans certaines occasions, c'est-à-dire l'idée tout d'un coup qu'on est quand même, on va être
lié à quelque chose qui va vous englober, qui va vous dépasser et qui va vous faire devenir éventuellement minoritaire ou vassal d'une majorité. Benny Lévy raconte, vous l'écrivez dans ce livre, que lorsqu'il était connu sous le nom militant de Pierre Victor, Oui. Dénon de Goy, c'est lui qui disait ça. Oui, c'est lui qui l'a dit. Hein. C'est lui qui dit, précoce, donc il était dirigeant de la gauche prolétarienne, il avait entendu un ouvrier, un militant de la gauche prolétarienne de Roubaix, proférer des insultes antisémites, mais qu'il n'avait pas réagi par solidarité politique. Et puis ça se voit aussi encore aujourd'hui. Il dit, j'étais faux de bas en haut. Ouais. Et vous dites, aimez ce raccourci. Oui, c'est terrible cette phrase, hein, moi, je trouve. Quand il fait Parce que d'ailleurs, vous, Carcassonne, vous avez peut-être entendu ce genre de choses. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Mais quand il fait son propre retournement, Benny Lévy, je veux dire, il fait un retournement évidemment totalement radical et bien plus profond que le mien, mais il dit, cette phrase est terrible, j'étais faux de bas en haut. Ça veut vraiment dire qu'il récuse d'une certaine manière son identité d'avant, alors même qu'il devait être assez sincère. Dans une époque de lutte politique et dans une autre époque que la nôtre, là. Alors, puisque vous aimez tous ces auteurs, on va citer Lévinas aussi, que vous citez dans le livre, la persécution raciale touche l'innocence même de l'être rappelé à son ultime identité. Donc ça ne concerne pas que les Juifs, ça concerne tous les persécutés, toutes les minorités. Oui, alors bon, je me suis beaucoup enfoncé dans Lévinas, parfois avec difficulté. C'est quand même un auteur dont il n'est pas mauvais de souligner qu'il est extrêmement passionnant, mais difficile. Il y a quand même des livres bons. Il y a des livres de Lévinas plus simples que d'autres d'ailleurs, mais j'y ai quand même trouvé toute cette essence de la définition de c'est lui qui le dit, hein, de l'irrémissible de l'être juif, que je trouve très fort, parce que finalement, ça veut dire qu'on ne peut jamais quitter cette peau-là. Donc, même dans l'idée qu'on voudrait la quitter, on ne le peut pas. C'est ça qui est passionnant. Vous voulez la quitter, mais vous ne le pouvez pas. Et Yankelevitch aussi, que vous citez beaucoup. Et qu'est-ce qui vous attire chez lui ? Ça a un peu la même chose sur l'irrémissible de l'être juif. Moi, ça m'a beaucoup frappé que des gens, j'ai beaucoup parlé de ça avec des gens beaucoup plus âgés, mais pendant la guerre, beaucoup de gens aussi considéraient qu'ils ne risquaient rien parce qu'ils avaient fait la Première Guerre mondiale, parce qu'ils étaient alsaciens. Parce qu'ils étaient officiers de Légion d'honneur. Moi, j'ai du côté de ma mère beaucoup de politiciens. Bon. Et puis finalement, ils ont été mis au même niveau par la persécution que ceux qui n'avaient rien. Et d'ailleurs, en faisant une recherche sur le site du Yad Vashem, Mémoire de la Shoah, vous découvrez que 11 déportés avaient le nom de Carcassonne. Et vous dites, cela me trouble et même m'affecte. Qui sont ces 11 Carcassonne ? Je ne les connais pas. Tous nés entre Carpentras, Nîmes, Marseille ou Avignon. 11, je vous cite, c'est peu, c'est trop. Ils s'invitent ici en fantôme de nuit et brouillard. 11 Carcassonne, dont je ne sais rien. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai pas voulu aller sur le terrain de la Shoah trop dans ce livre parce que il n'est pas dans mon histoire familiale proche. Et je voulais vraiment consacrer du temps au conte avénessin et à cette forme, il faut le redire, je pense ici, de minorité assez heureuse quand même, parce que ils ont été protégés tout au long des siècles et donc ils n'ont pas bougé. Ils ne se sont d'ailleurs pas montrés très accueillants avec les Juifs de l'Est quand ils venaient. Et au fond... Il y a de belles histoires pendant la guerte. Voilà. Au fond, c'est aussi une histoire Les Fabius ont été cachés en Avignon, dans la région d'Avignon. Vous savez qu'il y a ce merveilleux petit livre d'Armand Lunel qui s'appelle L'affaire Dreyfus à Carpentras, Niccolò Peccavi ou l'affaire Dreyfus à Carpentras, et qui montre un petit épisode que je ne connaissais pas, qui n'est pas très connu d'ailleurs, c'est que Dreyfus avait en fait une belle-sœur, si je me souviens bien, Valabrègue, donc un nom des... Il arrive à Carpentras. De l'Hérault, oui. Et il y a tout d'un coup des émeutes quand il est là. Et c'est comme une mini-affaire Dreyfus à Carpentras. Mais sinon, les gens étaient assez protégés. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études historiques là-dessus. Ils ont eu une prospérité assez forte au XVIIe, XVIIIe siècle. Enfin, je veux dire, c'était pas du tout... Là, on quitte vraiment l'idée de la ghettoisation qu'on connaît dans d'autres endroits. Alors, ghettoisation ou pas, je ne sais pas. En tout cas, vous racontez cette anecdote. Ma jeunesse fut un mensonge. Je n'aimais que les chrétiennes ardentes qui s'étonnaient de ma circoncision. Mais toujours trop tard pour reculer. Et vous écrivez un peu plus loin. Ce livre ne porte pas sur l'antisémitisme, il existe. Et alors, c'est un fait historique né d'une longue tradition de l'antijudaïsme chrétien. Vous en foutez vraiment parce que vous dites je m'en foutais. Non, je m'en fous pas. Mais... Non, je m'en fous pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas été en proie à des attaques fortes. En revanche, j'ai connu pas mal d'antisémitisme, oui, mondain, probablement chrétien, et j'ai surtout eu beaucoup de petites amies chrétiennes. Vous citez une petite amie juive. Voilà, dont certaines étaient, alors pas elles, mais leur famille était éventuellement assez étonnée. Parce que vous viviez dans le 16e. Je vivais dans le 16e. Mais je crois que je suis très là, de ce point de vue-là, dans la lignée
à l'époque, hein, mais j'étais très jeune, hein, des jeunes gens qui étaient attirés parce qu'ils étaient évidemment un peu leur contraire aussi. Les blondes. Oui, toutes les chics. Et puis alors, il y a aussi l'antisémitisme sous couvert d'antisionisme ou de haine d'Israël, que vous rappelez au moins entre les lignes quand vous citez Jean Genet. Hein. Le peuple juif, c'est Jean Genet qui parle, qui écrit « Bien loin d'être le plus malheureux de la terre », comme il l'a fait croire au génocide, alors qu'en Amérique, les Juifs, riches ou pauvres, étaient en réserve pour la procréation, pour la continuité du peuple élu. Enfin, grâce à une métamorphose savante mais prévisible, le voici tel qu'il se préparait depuis longtemps, un pouvoir temporel, exécrable, colonisateur, comme on ne l'ose plus guère, devenu l'instance définitive qui doit à sa longue malédiction autant qu'à son élection. Vous citez aussi Gilles Deleuze. Un mort arabe n'a pas la même mesure qu'un mort israélien. Alors, bon, là, il faudrait une émission entière parce que, en fait, ce que mais j'allais vous poser là, cette question, est-ce que c'est pas la version initiale de l'islamo-gauchisme? Alors, ce que vous citez là, qui est très important et qui a fait couler beaucoup d'encre, ce que vous citez là, c'est une citation, en fait, du texte d'origine de Jean Genet consacré donc au massacre de Sabra et Shatila. Oui, parce que vous parlez de beaucoup de Sabra et Shatila. Voilà. Ce texte de Jean Genet que je cite pour une seule raison, c'est que je suis parti à l'assaut de ce texte avec des préjugés assez anti-Genet, je dois dire, et que ces lignes ont été enlevées, en fait, à la demande de Jacques Derrida à l'époque. Elles ont été enlevées du numéro de la Revue d'études palestiniennes où le texte est paru. Le texte reste quand même extraordinairement fort. Et ce qui m'a beaucoup frappé là-dedans, si vous voulez, c'est cette période sur laquelle je peux vous parler des heures, là, qui dure tout l'été 82 jusqu'en septembre-octobre 82, dans laquelle il y a un nombre invraisemblable de saloperies commises par toutes les parties, et dans laquelle je trouve qu'Israël, pour le coup, n'a pas brillé par et donc, vous parlez en détail de Sabra et Shatila dans ce livre. Alors, pour revenir à vous, vous êtes plus proche, puisqu'on en a parlé, du juif imaginaire de Finkielkraut, de l'anti-athée Beni Lévy, ou du français de Provence de religion israélite, comme se définissait Darius Milhaud. Je pense que ou un peu des trois à la fois. Un peu des trois. Après, j'ai beaucoup aimé dans la définition de Finkielkraut l'aspect de faire le deuil d'une partie de soi-même. C'est-à-dire d'être dans l'impossibilité. Ce qu'il voit, c'est que l'impossibilité d'être un juif religieux, un juif pieux, un juif attaché à des règles millénaires et à des règles religieuses. En fait, qui il est, que c'est ce Gottloser Jude dont parle Freud, hein, le juif privé de Dieu, Gottloser. C'est qui? Du coup, ça devient qui? Or, ça devient beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde comme ça. Donc, doit-on renoncer à son judaïsme parce qu'on renonce à Dieu ou à un certain Dieu? Je ne le crois pas. Donc, il faut arriver à combiner ces différentes identités. Alors, combiner ces différentes identités, ça nous conduit à parler de votre fils Adrien Adri, grec catholique melkite par sa mère, juif d'esprit, vous le écrivez, par son père, par vous, minorité schismatique persécutée d'un côté, minorité persécutée de l'autre. Vous écrivez, nous sommes concurrents en ancienneté du culte, deux gardiens des ruines ancestrales. Un jour, il faudra nous en parler, lui et moi, nous défier entre Jérusalem et Antioche. Serons-nous obligés de nous battre dans la violence de l'histoire, Abraham, Isaac, ou alors d'aller vers la paix? Oui, j'ai déjà cette conversation avec sa mère, hein. C'est sûr que il a quel âge, votre fils? Il a 4 ans, il a 5 ans, 2018, le pauvre va pas trop l'embêter là-dedans, mais il va incontestablement avoir une ascendance libanaise forte, parce que la trace du pays est forte, parce que sa mère est tient, parce qu'on lui apprend l'arabe, parce que pour des tas de raisons. Donc, et l'hébreu? J'aimerais bien, on va devoir attendre un petit peu là. Ce que je voudrais savoir, c'est quelle est l'identité qui va l'emporter en lui à un moment donné. Est-ce qu'il va être libanais, français? Est-ce qu'il va être complètement français? Est-ce qu'à un moment donné, il va s'intéresser lui aussi au judaïsme? Quelle va être la naissance chez lui de cette combinaison des minorités? Et alors, d'ailleurs, vous, Manuel Carcassonne, vous sentez plus chez vous en France, à Carpentras, en Alsace, ou au Liban, ou éventuellement en Israël? Non, je me sens assez français. Alors, pour revenir au titre de votre émission, mais je suis très attaché à la République, aux valeurs, disons, françaises d'une démocratie républicaine. Après, ce sont des mots, il faut qu'il y ait des actes en dessous. En revanche, je trouve, pour parler comme cette phrase que je cite, je crois, de Paul Salmenard, sur donc le directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme, sur le judaïsme comme tâche aveugle de l'histoire française, c'est vrai
qu'en me penchant, par exemple, sur l'histoire vraiment quand même passionnante des Juifs du pape sur des siècles, je me suis rendu compte que finalement, les gens ne savaient absolument rien. C'est pour ça que vous en parlez en détail. Or, ce sont les Juifs républicains. Ouais. Il y en a même certains qui se sont fait abattre à la Révolution parce qu'ils étaient justement Et il y pro-révolutionnaires. avait parmi ces Juifs du pape Adolphe Crémieux. Adolphe Crémieux. Qui est votre aïeul. Oui. Alors, est-ce qu'il Ça direct, alors oui. est-ce qu'il y a du Crémieux chez vous comme il y en avait chez votre père? Écoutez, moi j'ai adoré me pencher sur la vie de Crémieux. Je trouve ses discours extraordinaires. Je trouve son agitation, justement, alors pour moi, atypique d'un judaïsme de dialogue. C'est-à-dire, c'est vraiment, il est à la fois président de l'Alliance israélite universelle, il est avocat, il est à la cour, il est au Parlement, il devient ministre. C'est une sorte de Jacques Attali, un peu. Ouais, c'est ce que je disais à Jacques Attali quand il est diminué. Grisé comme Ouais. ça par les événements, par Ouais. l'actualité. Il a une œuvre de discours considérable. Une culture énorme. Culture hallucinante. Immense. Et en même temps, il est pour le dialogue. Figurez-vous, et ça c'est incroyable, qu'en 1860, il va faire un discours devant la Chambre pour défendre les chrétiens libanais qui sont en train d'être massacrés par les Druzes. Et il est à l'origine de l'envoi de troupes. Et donc du Crémieux chez vous? En vous? Ah bah oui, c'est très prétentieux de le dire, mais Ouais. je suis assez fasciné par cette figure. Dernière question. Vous rappelez aussi que l'arrière-grand-père et le grand-père de Nostradamus étaient des Juifs Oui, ça j'adorais aussi. d'Avignon. Mais je ne savais pas. Coursier et négociant en grains. Et qu'il y avait, quoi, des Carcassonne dans cette lignée familiale. Alors, dernière question. C'est quoi les prophéties de Manuel Carcassonne? Écoutez, ma prophétie, en tout cas pour 2023, ce serait bien d'avoir un peu plus de dialogue et un peu moins de non-dialogue. Je pense vraiment que cette question est essentielle. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on s'engueule, mais il faut faire progresser les choses. En ce moment, juste un mot là-dessus, je suis en train de revoir beaucoup d'archives des années 80, 90, etc., sur le dialogue israélo-palestinien, par exemple. Eh ben, il existait. C'est-à-dire, j'étais absolument frappé même de l'état d'optimisme dans lequel les gens étaient à une certaine époque pour que tout s'écroule ensuite. Et donc, Nostradamus? Nostradamus, je ne sais pas. Ce sera ma provision à En tout moi. cas, c'est un plus de juif du pape. dialogue. Un juif du pape. Un juif du pape. Merci en tout cas. Avant de conclure, je rappelle, Manuel Carcassonne, que votre livre, Le Retournement, est donc publié chez Grasset. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Manuel Carcassonne. Merci à vous. Bonne fin de journée sur Radio J. À dimanche prochain. Merci. Merci.